sur des aspects de santé. Par exemple, c'est vrai que c'est un vrai défi, la santé publique, mais c'est un défi où on a pu constater que le personnel qui fait le travail de préserver la santé publique, eh bien, s'il n'est pas lui-même dans des conditions les plus satisfaisantes, les plus agréables possibles, eh bien, il ne faut pas s'étonner que parfois vous êtes reçu dans les hôpitaux, vous dites mais oh, je suis reçu comme ça, mais pourquoi? Ben, parce que tout simplement le personnel lui-même n'est pas forcément bien traité. Et que cette préoccupation, Brigitte l'a eue. Le sujet, c'est quand même les problématiques qu'on a vues ce matin de conflits qui peuvent exister au niveau éthique, par exemple, et par exemple au niveau de la santé. Et les problématiques sont nombreuses, avec des problématiques de souffrance dans ce secteur-là, aussi bien pour les soignants, mais aussi pour les familles, les usagers en général, bref, ou l'institution. Et par rapport à ça, on sait que, je parle sous voilà, c'est les personnes du secteur de la santé qui sont dans la salle, sous leur contrôle aussi, qu'il y a un cadre légal d'accès aux soins, de manière vers les plus bénis, vers le plus grand nombre, et qu'il s'agit aussi de faire attention à toutes les notions de discrimination. Alors parfois, ces notions de discrimination peuvent peut-être être parfois conscientes, hein, en disant je ne souhaite pas soigner, etc. Alors ce n'est pas dit ouvertement, mais aussi tout simplement parce que c'est très compliqué pour un certain nombre de soignants, etc., où ils sont percutés par des valeurs, les positions sont différentes, et on arrive dans des situations où il peut y avoir des crises d'équipe, etc., sur les positions à tenir, les interventions, etc. Et puis, on ne va pas reprendre des éléments, mais il y a un certain nombre de choses qui sont sorties dans la presse sur des débats sur comment on se code d'affaires, sur un certain nombre de sujets, et voilà. Donc par rapport à ça, ce qui peut se passer, c'est que vous avez, comme même en dehors de la santé, souvent on produit un certain nombre de valeurs. Vous avez des mots, la dignité, l'humanisme, la solidarité, l'autodétermination, l'autonomie, etc., etc., le consentement. Et derrière tous ces mots-là, on met souvent des définitions dans les institutions. Et puis on les affiche. On met quelquefois en place des comités éthiques à un certain niveau. Et puis, le retour pour l'instant des 3 ans d'expérience que j'ai dans le secteur de la santé, c'est que le questionnement éthique dans le quotidien n'est pas toujours facile et n'est pas clairement toujours fait, réellement fait. Dixit des aides-soignants, des infirmiers, etc. Voilà, voilà. Et donc, ça questionne, ou avec des choses qui sont imposées et qui sont toujours parfois mal vécues, très mal vécues. Juste un exemple, il y en a des milliers, lors du projet sur la santé mentale. Donc, on avait interrogé 3 médecins. Et l'un d'entre eux nous a dit, après 40 ans d'expérience en gériatrie, soins palliatifs, dans le secteur des EHPAD, à plusieurs reprises, il y avait eu des problématiques en ce sens où des équipes avaient explosé. L'une d'entre elles, c'était, alors peut-être que ça peut-être vous amuser ou pas, mais c'était un prêtre catholique qui a mis des photos pornographiques dans sa chambre. Il n'avait aucun comportement menaçant ou quoi qu'est-ce vis-à-vis des soignants, des familles ou autres. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a une partie de l'équipe soignante, une majeure partie, qui n'a pas voulu s'occuper de ce patient. Le médecin était complètement opposé, la psychologue n'a pas pris parti, la direction, elle, a dû à un moment donné se positionner et autres. C'était une charge émotionnelle très très forte pour beaucoup de monde, avec des arrêts maladie, des départs potentiels. Ça s'est fini avec le médecin qui est parti de l'EHPAD, qui avant de partir a dit, de toute manière, je ne peux pas vivre comme ça. Non seulement il y a une non prise en charge de la personne, mais en plus, vice-versa, il y avait des choses qui étaient très désagréables, qui étaient faites vis-à-vis de ce patient-là, qui, pour lui, en tout cas, il y avait cette situation visible. On était sur le visuel, mais dans le comportement, il n'y avait rien de... Voilà. Et donc, lui, il a très, très mal vécu. Ça n'a pas été géré. Et il m'a dit, j'ai fait de la psychothérapie de l'oreiller, donc avec sa femme, voilà, pour gérer l'affaire, mais dans une logique de pratique de manque de soutien sur le sujet. Ressenti très très fort et donc très mal vécu de sa part et de d'autres personnes dans l'équipe. Voilà. Donc voilà une illustration.
Et par rapport à ça, avec Jésus, administration cabinet, qui m'avait confié une mission dans le secteur médico-social, on est intervenu, enfin je suis intervenu en supervision collective, ce que l'on appelle, pour accompagner des équipes dans le secteur du handicap. Alors, 2 types d'actions, ça peut peut-être vous aider à vous projeter sur des interventions que vous pourriez avoir dans ce secteur ou ailleurs. La première chose, c'était que la directrice de l'établissement avait demandé à ce qu'on puisse travailler sur les valeurs. Les valeurs avaient été définies au préalable au niveau institutionnel. Mais elle a vu, c'est ma position, l'intelligence de laisser une marge de manœuvre sur ces valeurs au niveau des équipes. C'est-à-dire que le travail, c'était entre autres de dire, voilà, il y a des valeurs qui ont été posées, qui sont incontournables, mais il y en a, on va vous donner la possibilité d'en donner 3 autres supplémentaires par secteur. Enfin, une par secteur, il y avait 3 secteurs, une valeur complémentaire par secteur. Donc le travail a consisté à faire travailler les équipes sur le sujet pour les impliquer dans la dimension au niveau des valeurs, ce qui les concernait sur le terrain, ce qui leur parlait, ce qui était important pour elles. Donc, en animation contributive, avec l'hétérocentrage, on a pu animer la réunion, la supervision, pour faire évoquer les légitimités de point de vue de chacun par rapport à ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'était d'un point de vue très concrètement, à quoi ils faisaient référence dans leur quotidien et comment ça pouvait se traduire dans la mise en œuvre. Parce qu'une fois qu'on a posé des mots et encore une fois des définitions et autres, pour chacun, l'autre et autre, les situations sont différentes et ce n'est pas parce qu'on pense éventuellement intervenir comme ça dans telle situation que forcément on va intervenir de cette manière-là. Il y a toujours les surprises de se connaître soi-même vis-à-vis des situations réelles. Donc l'intérêt de cette supervision, quand même, c'était d'impliquer les équipes, si vous voulez, et de se remettre en lien au réel, si vous voulez, entre les intentions de l'axe gauche du SIC, si vous voulez. On est passé sur l'axe droit, on a une volonté, les croyances qui est d'aller vers, mais à un moment donné, de quoi parle-t-on sur l'axe droit dans la mise en œuvre et comment est-ce qu'on le vit? Voilà. Donc c'est un premier point qui avait été posé. Deuxième intervention dans cette même institution, c'était sur le sentiment d'échec des équipes, avec les usagers notamment, et les dissensions que ça pouvait poser dans l'équipe. Parce qu'à un moment donné, quand vous travaillez en équipe, vous avez des usagers, etc. Votre collègue, très engagé aussi dans son travail, peut avoir une position tout à fait différente, tout à fait légitime, avec toutes les bonnes intentions du monde sur le sujet. Ceci étant, à un moment donné, lorsque vous représentez une institution, notamment sur des structures de petite taille, eh bien, vous avez une position qui est donnée sur certains sujets. Donc, comment se positionne cet établissement de quelques dizaines de salariés? Quelle est l'image qui est renvoyée? Voilà. Et donc, le sujet, c'était que quand on parle d'échec, c'est la relation à soi, comment les soignants, les travailleurs sociaux et autres vivent la relation en termes de dévalorisation parfois, de culpabilité, de honte, de mésestime d'eux-mêmes, etc. De repérer tous ces ressentis, de repérer effectivement les regrets, les rancunes, vous savez, les rancœurs, etc. que vous avez vus vis-à-vis donc aussi donc vis-à-vis des usagers autres, les personnes avec lesquelles il y a eu des soucis. Et l'objectif de la démarche était de renverser la table par rapport à ça, PIC FCR, les pics vis-à-vis de soi, les pics vis-à-vis des autres, pour le transformer dans une relation beaucoup plus positive et objective des choses vis-à-vis d'eux-mêmes, et aussi dans la relation qu'ils pouvaient avoir avec les usagers qui étaient dégradés, dans bon nombre de cas, sans forcément aller jusqu'au conflit, et pour reprendre une dynamique positive relationnelle, si on peut même presque parler de projet relationnel pour l'occasion, avec les usagers, pour pouvoir regarder, avoir un autre point de vue, regarder les choses différemment, et donc se regardant différemment et regardant différemment donc l'usager, et bien effectivement à ce moment-là, reconstruire quelque chose pour créer une nouvelle dynamique. Voilà. Donc, ce qui reste à faire aussi, je dirais, dans ce genre de cas, très souvent, c'est que le questionnement éthique, parce que j'ai fait des audits en EHPAD pendant 1 an sur l'accompagnement de fin de vie, il y a des choses qui étaient ressorties sur le sujet, c'était que il y avait aussi des discordances à un moment donné sur des sujets importants. Voilà. Et
le temps qui manque parfois dans les structures, hein, parce qu'ils sont à 200%, voilà, c'est à un moment donné, ce temps-là ne reste pas, mais il y a plein de petites choses qui restent et qui font des dégâts par moment, avec parfois malheureusement des démissions, des changements, des problématiques de perte de sens qui sont évoquées, qui ne sont pas simples. Hein. Voilà, donc c'est un peu, si vous voulez, l'apport que je voulais vous faire aujourd'hui sur le sujet et l'utilité des outils, les techniques que vous avez à votre disposition pour agir dans le secteur de la santé. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Tu as ouvert un champ. Tu as parlé aussi de la qualité relationnelle entre les professionnels et les patients. Et peut-être que c'est un champ qu'il faudrait que nous ouvrions, parce qu'en fait, dans le soin, si le patient ou le résident n'est pas impliqué dans sa prise en charge, la prise en charge est moindre. Donc c'est un champ à ouvrir. Donc à la PHP, déjà je voulais remercier notre équipe, Bertrand, Françoise, Cécile et excuse-moi, Fela, qui sont présents aujourd'hui malgré la charge de travail importante. Dire que depuis 2019, on progresse et que cette année, je dirais que c'est l'année de la gloire. Nous avons pu obtenir un budget pour former l'ensemble des managers de la PHP. C'est un chantier énorme. Et ça, c'est une grande satisfaction, je le dis. Et peut-être ouvrir un champ côté patient, puisqu'il y a une réflexion, il y a un projet qui est organisé par la direction des patients sur comment accompagner le patient en milieu hospitalier pour que le dialogue soit fluide et qu'il ait sa place en tant que patient. Donc, j'arrive doucement. J'essaye de mettre quelques idées, puisqu'ils sont quand même partis sur la QRT. Je me suis dit, la QRT pour les patients, bon, je les laisse cheminer et puis j'avance doucement. Voilà ce que je voulais dire. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si un des médiateurs veut rajouter quelque chose. Alors, ça va faire environ 2300 à 2500 personnes sur 4 ans, puisque le marché est sur 4 ans, y compris bien sûr tous les le directoire de la PHP et les COMEX, ce qui représente quand même un beau volume et surtout une dynamique, la prise de conscience que la relation était un atout pour la prise en charge et l'efficience. Un impact managérial très fort, important. Oui. Fort. Parce que là, c'est quand même une action assez originale oui. que tu as pilotée depuis combien d'années? Ça t'a pris combien d'années, ça? 3-4 ans. 3-4 ans pour la qualité relationnelle, oui. Parce que oui. Tu avais mis déjà en place le système le dispositif de médiation. Oui. Mais sur la qualité relationnelle, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que c'est parce que tu as montré l'impact et le fait de la réussite de la médiation, de tes médiations, que tu as pu valoriser le fait qu'il fallait apporter des outils qui pouvaient être appropriés. C'est-à-dire que la qualité relationnelle, c'est plus simple à présenter. Alors après, c'est vrai que c'est pas facile à s'approprier. Non. Parce que Mais ouais, aussi, peut-être que ce qui a impulsé les choses, c'est que nous avons mis en place des ateliers
de qualité relationnelle auprès des équipes qui ne sont pas forcément en conflit, mais où on perçoit une tension. Et on les accompagne justement pour qu'ils puissent repérer tous les signaux qui pourraient déclencher une tension ou un conflit. Et puis les ateliers, là aussi, le fait que tu animes ces ateliers toi-même en interne. Ça vient aussi bientôt avec l'équipe. Voilà. Donc ça fait un renforcement managérial. Oui. Et bien sûr, ça peut faire une remontée complètement, puisque auprès de la gouvernance. J'ai des gouvernances de DMU, de départements médicaux universitaires, qui commencent à me solliciter pour former leur équipe, enfin pas former, mais sensibiliser l'équipe de cette gouvernance, qu'elle soit médicale ou paramédicale. Donc ça prend du temps. Hein. Il faut du temps. C'est ce que j'ai pu dire dans l'interview que j'ai eue il y a 2 jours, c'est que on avance au fil de l'eau. Qui va être publié où? On va faire de la pub pour le journal et en même temps pour nous. DRH. Think DRH, oui. Voilà. Donc, parce que la question m'était posée aussi de savoir si on impactait le monde de DRH, le mieux c'est de toucher leurs journaux, hein, et puis donc on impacte évidemment. Et donc Brigitte a répondu. Avec ma directrice du département. Voilà, avec un contrôle de la communication. En première intention, mais je dirais que l'interview a été très fluide et que, comme j'avais écrit ce que je souhaitais dire, et mis certaines choses en gras, elle s'est précipitée dessus et c'est elle qui les a annoncées. Et j'ai trouvé que c'était porteur. Mais oui, parce que en fait, c'est la meilleure manière pour pouvoir faire passer quelque chose. Vous savez, vous avez appris dans la formation le langage attributif. Oui, ça vous dit quelque chose. Ceux qui ne l'ont pas encore appris, vous verrez. Mais le langage attributif, c'est très performant. Ce que vous venez de dire, monsieur, en fait, c'est bien que l'idée de la démarche de l'entente est quelque chose de performant et d'indispensable, selon vous. En fait, peut-être c'est ce que vous êtes en train de penser. Et donc, c'est ce langage attributif qui permet aux personnes de s'approprier une idée. Est-ce que c'est ce que je suis en train de penser? Ouais, c'est pas mal, ça, quand même, comme idée. Ouais. Hein? Il y avait donc, Rime qui ça fait réfléchir. Merci. Rime. Tiens, attends. Je vais me priver de mon micro. Merci, Jean-Louis. Oui. Brigitte, alors 2300 à 2500 personnes à former sur 4 ans, ça fait 500 personnes. Quel dispositif vous avez mis en place? Avec combien de personnes? Donc je comprends que toi, tu les formes. Et j'ai oublié une grande précision, c'est que c'est l'école professionnelle de la médiation et de la négociation qui va intervenir. Oui, mais quand même, 500 personnes dans l'année, il y a 50 semaines. Enfin, vous faites comment? Alors, et combien de jours aussi quand tu parles de formation? Puisque tu distinguais atelier. Donc, c'est la QRT sur 3 jours. D'accord. Sauf pour la gouvernance, où ça sera 3 heures, une sensibilisation. J'ai réussi à récupérer mon micro. Merci, Rime. Non. Alors, les 2400 personnes, c'est le niveau le plus important. Moi, je me dis que s'il y a 50% de personnes de formées, on aura gagné le challenge. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. On ne peut pas rentrer dans le champ obligatoire parce qu'il n'y a que le champ de la prévention qui est dans et la qualité relationnelle n'est pas encore rentrée dans ce champ. Jean-Louis, il faut que tu avances. Comment on fait? On a une équipe en fait qui est constituée. On a répondu à un appel d'offres et donc qui était un appel d'offres comme tous les appels d'offres, quoi. Et on a constitué une équipe qui va déjà répondre à un premier besoin, une première identification de besoin. Il y a mon complice Henri qui est là-bas, que vous connaissez, que tu n'as pas besoin de te lever. Et donc, c'est une équipe qui, pour l'instant, est assez restreinte, mais ça va répondre et ça va s'étendre s'il y a des besoins.
d'intervenants, c'est-à-dire que c'est les intervenants habilités en médiation, c'est en qualité relationnelle, qui vont pouvoir intervenir. Et c'est comme ça que quand on répond à des appels d'offres, en fait, s'il y a des appels d'offres que vous pouvez identifier, le PMN peut répondre. Et c'est avec l'équipe des habilités qu'on peut aussi propager cette démarche-là. Donc on est créateur aussi d'intervention de ce point de vue-là. Et c'est... Oh, non, s'il faut une désarmée, tu veux dire. Non, mais non, parce que tu vois, non, ça dépend de ce que tu veux. Non, il faut un groupe, tu veux dire. Tu vois, il faut une équipe, voilà. Hein, ouais. Oui, oui, c'est lui. Voilà, alors Henri rappelle un peu l'histoire de comment ça s'est passé. C'est que sur le plan méthodologique, oui, c'est vrai, Henri, avec Brigitte, ils ont fait une première conférence qui a permis d'intéresser un certain nombre de personnes. Alors, Brigitte était c'est elle qui a organisé ça, avec Henri qui est intervenu. Et donc, c'était en visio aussi. Il y avait des personnes dans une salle, mais il y avait peut-être beaucoup de personnes en visio. Mais ça a impacté tout la PHP. C'était l'objectif de faire passer un message que la qualité relationnelle pouvait être un instrument de facilitation dans les relations. Et pas regarder, si on avait parlé de médiation, c'était des discussions qu'on a comme ça. Ouais, si on appelle médiation, évidemment qu'on utilise la qualité relationnelle. On a un super référentiel, on dirait qu'il y a une souris qui se balade, mais elle est tombée. Donc, on a un super référentiel pour pouvoir rentrer et discuter. Quand on parle de qualité relationnelle, c'est vrai qu'on ne parle pas de conflit directement, même c'est très indirect. C'est tellement indirect que ses voisins, on oublie la notion de conflit quand on parle de qualité relationnelle. Mais on n'oublie pas les problématiques qu'il peut y avoir. Donc ça nous donne une visibilité très différente. Tu veux compléter ? Peut-être dire aussi que fin 2003 et toute l'année 2024, vous avez accompagné les cadres de santé de nuit pendant 9 sessions. Génial. Avec un aménagement horaire, puisque vous interveniez de 13h à 20h. Donc ça vous a demandé aussi une organisation. Oui. Et en fait, au vu de l'évaluation qui était 100% de satisfaction, le directeur général m'a dit go, on va pour l'ensemble des managers. Et vous avez entendu, vous avez besoin qu'on répète ? Pardon ? Tu veux pas qu'on répète 100% de satisfaction ? Non, mais je te le répète, tu vois, au cas où. La population de nuit et de cadres de nuit, malheureusement, est restreinte par rapport au jour, mais ça représentait quand même 70 à 80 personnes. Pour arriver à 100%, c'est quand même assez exceptionnel, grâce à Jean-Louis et à Henri. Et il y avait aussi les débriefings qui étaient faits sur l'étude SIC. Oui. Parce que ça a mobilisé, ça a mobilisé tout un ensemble de personnes. Et c'est vrai que c'était un vrai challenge parce que en fait, faire un programme de formation qui est complètement typé, qui est complètement structuré. Donc on sait parfaitement ce qu'on va dire, contrairement parfois ici, entre telle heure et telle heure. Mais de fait, comme c'est pas le même public, c'est des gens qui sont aussi habitués à travailler la nuit. Donc on travaillait sur en fait une sorte de demi-journée, parce que on commence à midi et demi, je crois, c'était midi, à 1h, et puis on terminait à 20h. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie quand même, parce que vous vous rendez compte, quand vous avez passé, on était en décalage complet. Par rapport à la vie, et puis avec des gens qui étaient aussi hyper sollicités, fatigués. Et là, ce qu'on a eu, c'était des gens qui étaient vraiment impliqués, engagés, intéressés. Je ne veux pas dire parfois médusés, tellement ils se disaient, mais attends, pourquoi ça n'a pas été enseigné plus tôt ? Il y a des personnes qui m'ont dit, si j'avais su ça plus tôt. Alors moi, je lui ai répondu, et si moi aussi j'avais su ça plus tôt. Donc, les gens étaient vraiment bluffés par le contenu de la formation. Et après, il y avait des visios. On a fait le suivi en visio. Ouais. Donc, il y a eu la première séquence, le premier temps, ça a été cette conférence.
qui a fait que les gens se sont mobilisés sur la thématique, où Brigitte a réussi à faire passer le message. Et puis après, il y a eu le dispositif qu'elle a mis en place. C'est-à-dire, et ce que je voudrais vous dire, c'est que sans mission, elle n'avait pas de mission là-dessus. C'est elle qui s'est fait sa mission. Non mais oh, c'est incroyable. Tu te dis, mais à la PHP, dans un truc comme ça, est-ce que tu vas te faire ça, etc. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui disent, ah mais je peux rien faire parce que ma hiérarchie. Demandez à sa hiérarchie. Donc c'est ça l'implication d'une personne, la motivation d'une personne. Il y a des initiatives qui sont possibles. Il faut arrêter de se dire que c'est pas possible. C'est dans votre tête. Vous vous souvenez ce matin les idées reçues? Eh bien, c'est ça les obstacles. Et donc là, il y a eu cette proposition qui a été faite. Et dire que dans la salle, il y a une personne qui a suivi cette formation, qui est cadre de nuit et qui est devenue médiateur professionnel. Et peut-être qu'elle pourrait venir nous dire ce que ça lui a apporté dans sa manière de communiquer avec les équipes de nuit. Allez, Cécile, rejoins-nous. Cécile. Allez, allez. C'est vrai que c'est une belle aventure. Vous savez, j'en profite pendant qu'elle descend pour vous dire une chose. Ce moment, cet événement qu'on a créé, qui s'appelle le symposium, en fait, c'est un événement pédagogique qui donne la possibilité à des personnes comme ça de prendre la parole. C'est parce que de prendre la parole et puis de faire cette aventure, de pousser plus loin, de dépasser parfois des stress. Et même s'il y a des stress, on s'est vécu ici. Et je le dis toujours, c'est dans une relation avec un public de toute confiance. Parce que nous sommes tous formés à la même dynamique. Et on peut se dire en toute confiance, si j'ai le trac ici, c'est pas grave, quoi. Hein, les gens ils vont se dire, si j'y étais, moi aussi peut-être. Donc un petit peu d'empathie, ça fait pas de mal. Hein, je l'exclus pas. Et c'est quelque chose aussi de compréhension, d'altérité aussi. Ça permet de voir en fait comment je peux parler en public et intervenir en public. Donc Cécile, cadre de nuit, tu as fait cette expérience, c'était en formation, j'imagine, avec Henri, non? Oui, j'étais avec Henri. Oui, parce que je ne te reconnais pas. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Mais oui, j'ai eu l'occasion de profiter de cette formation. Donc c'était il y a 1 an et demi. Et ça m'a servi dans ma pratique au quotidien. Alors, sur quoi? Parce que c'est le cadre de nuit, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas vraiment ce que ça signifie. Alors, de nuit, la spécificité, c'est qu'on travaille sur plusieurs services, on travaille en transversalité. Et nos tâches sont variées, mais c'est vrai qu'on est souvent sollicité pour résoudre des conflits. Parce qu'il y en a et souvent. Parfois sur plusieurs établissements. Non, là, moi, je suis que sur un établissement. Mais c'est très souvent que je suis sollicitée pour régler un problème, une tension entre une infirmière et une aide-soignante, ou des malentendus, des débuts de conflits ou des conflits avérés. Et voilà, je rencontre rapidement les personnes. Et tu pourrais peut-être donner une expérience que tu as eue, qui a été réglée rapidement. Là, elle se fait cuisiner. Là. Oui, il y en a souvent, mais oui, il y avait une infirmière et, une soignante de poule. Oui, effectivement. Un soir, je suis appelée à 21h. Je venais juste d'arriver. Et l'infirmière me dit c'est impossible que je travaille avec l'aide-soignante avec laquelle je suis ce soir. C'est une aide-soignante de la suppléance. Et à chaque fois que je suis avec elle, je ne peux pas travailler. Elle était en larmes. Donc j'ai dit écoutez, je monte. Et très rapidement, elles avaient commencé leur tour de soins. Et je les ai vues dans une petite pièce, même pas 5-10 minutes. Et j'ai pu utiliser les outils de... J'ai pas fait une médiation individuelle, ça j'avais pas le temps, et elles non plus. On était dans l'urgence. L'idée c'était qu'elles se mettent à travailler pour le reste de la nuit et qu'elles soient pas dans la non-communication. Donc j'ai utilisé le FCR, les pics, qu'elles prennent conscience de ce qui s'était passé en fait. Elles ont repris les phrases de leur échange et en fait elles ont mesuré que... ce que l'une avait dit, c'était un prêt d'intention, comment l'autre avait interprété ce que l'autre avait dit, et finalement, en 5 minutes, elles ont compris qu'elles étaient dans un malentendu général, et qu'elles se sont excusées mutuellement, elles se sont rendues compte qu'elles s'étaient fait du mal l'une à l'autre, et en fait, ce qu'elles avaient dit n'était pas ce qu'elles
elles n'avaient pas mesuré les conséquences de la portée de ce qu'elles avaient dit, en fait. Donc elles ont pris conscience que ce qu'elles voulaient dire n'était pas leur intention. Merci. Merci. Ouais. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que j'ai 2 questions là, peut-être pour Brigitte. Merci beaucoup, Cécile. Oui, juste, vous avez évoqué que vous alliez former l'échelon gouvernance et manager, ou vous étiez en train de former l'échelon gouvernance manager, et vous avez évoqué aussi la formation éventuelle, la sensibilisation côté patient. L'échelon intermédiaire, que sont les soignants en contact direct avec les clients et les patients, et on va dire que dans certains milieux, on qualifie ça de critères de pénibilité, exposition prolongée à la clientèle. C'est en passe de devenir un critère d'exposition à la pénibilité. Est-ce que cet échelon-là, vous l'avez abordé ou vous envisagez de l'aborder? Alors en fait, comme l'ensemble des cadres de proximité, de supérieur, ou les cadres paramédicaux de pôle vont être formés, on compte sur l'infusion de cette formation pour que ça soit dispensé auprès des équipes et peut-être mettre en place, alors est-ce que ça sera un label ou autre chose, mais effectivement pour embarquer les équipes et leur renvoyer de la reconnaissance sur cette implication, parce que c'est pas simple de changer de paradigme, passer de l'adversité à l'altérité, c'est pas donné à tout le monde, et puis ça s'apprend. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on met en place des ateliers de qualité relationnelle, c'est pour envoyer certains messages et qui commencent à réfléchir sur cette posture. J'ai répondu à votre question. Je vous remercie. Alors, moi, je voudrais savoir, avant la réussite du projet, les obstacles, les freins, les limites que vous avez rencontrées, parce que ça m'intéresse. Au niveau de l'institution et puis de toutes les personnes qui ont été sensibilisées au sujet. Alors, les freins, il y en a tous les jours. Je vais être claire. Depuis 2019, on avance, on recule, on avance, on recule. En fait, on m'a dit que j'étais pugnace. Oui, ben je lâche pas. Voilà. Nous lâchons pas en équipe. Et on avance au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup d'écueils. Il y a beaucoup d'écueils parce que même si la relation commence à être ancrée comme un élément essentiel dans la prise en charge du patient, il y a encore trop d'intermédiaires. C'est compliqué d'être médiateur interne dans une structure où l'indépendance, il faut la gagner à chaque fois qu'on intervient. Et si on lâche un tout petit peu, c'est de nouveau recueillir la confiance des managers et des directions. Et c'est peut-être un conseil, c'est que si vous avez l'occasion de mettre en place de la médiation interne dans votre structure, c'est vraiment d'être au plus haut niveau. C'est-à-dire il faut être placé à côté du chef d'entreprise pour éviter effectivement qu'il y ait tous ces aléas entre les différentes strates et toutes les interprétations qu'il peut y avoir. Parce que ça, vous ne pouvez pas retirer les prêts d'intention des personnes, les interprétations. Et donc, au fil des strates, le message est transformé. Donc ça, c'est vraiment un frein. Et ça, je n'ai pas réussi. J'avais réussi et je suis redescendue, si je peux dire. Pour le moment. Ah, mais j'y crois. D'autres questions? Une question là-bas. Alors.
c'est plus long, donc je ne te lance pas le micro. Oui, juste une question, parce que moi je suis médiateur interne dans une collectivité locale, et bon, on ne va pas la citer, et contrairement à vous, on n'est pas placé au plus haut niveau, mais au plus bas. Mais ce n'est pas grave. Ma question, c'est quand vous faites une médiation entre deux agents, et qu'il y a un accord qui est trouvé, mais que cet accord comporte, par exemple, une modification dans l'organisation du service, des règles qui ne dépendent pas que des deux personnes concernées. Comment faire pour que cet accord entre les personnes puisse être validé plus haut? Alors, dans notre processus, on a plusieurs étapes. On a effectivement les demandes de médiation qui arrivent au niveau central, au service de médiation, et on a toujours un entretien avec ou le prescripteur, qui est l'agent lambda, qui fait une alerte ou qui a perçu une alerte, et toujours avec le supérieur hiérarchique de la personne, que l'on nomme le coordonnateur. Et cette personne, on lui donne l'explication de ce qu'il va se passer, et notamment, on précise les 3 issues de la médiation. Et il y a toujours un temps de réflexion quand on présente la rupture consensuelle. Et moi, je leur dis toujours, vous avez bien compris qu'à un moment donné, il peut y avoir 2 professionnels qui ne puissent pas s'entendre. Comme dans la vie sociale, dans la vie personnelle. À quoi ça sert de rester avec une personne avec qui on ne peut plus travailler ou on ne peut plus vivre? Donc ça, c'est intégré. Et nous avons pris le parti, bien sûr avec l'accord des personnes, de transmettre l'accord. Et depuis presque 1 an maintenant, on propose aux personnes impliquées dans la médiation de restituer leurs travaux à l'équipe. Parce qu'on dit toujours que tout le monde est concerné par la médiation, mais tout le monde n'est pas en conflit. Donc il est important que les autres, pour que le collectif se forme, puissent aussi apporter des amendements à ce projet relationnel. Et on s'aperçoit que c'est vraiment à ce moment-là que le collectif se forme. Donc on a cette période aussi de restitution avec l'ensemble de l'équipe, qu'elle soit médicale ou paramédicale, avec le coordonnateur. Il arrive qu'il y ait la direction de l'établissement, la direction des soins ou le DRH. Comme ça permet de valoriser aussi l'implication des 2 anciens protagonistes qui ont trouvé une entente ou pas. Et ensuite, on fait une réunion de suivi à 3 mois pour qu'ils puissent faire le point entre eux de cet accord. Voilà. Mais la partie communication avec le coordonnateur est très, très important. Et puis, ça nous arrive d'avoir un suivi pendant la médiation, puisque ce qui est confidentiel, c'est ce qui est dit en médiation. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une médiation. Merci. Donc, une autre question. Une autre question. Merci beaucoup, Madame Brigitte. Donc, j'ai 1 à 2 questions par rapport à la mise en place de dispositions de la médiation. Donc, quelle relation était au moment de faire la mise en place de ces dispositions entre vous et les partenaires sociaux? Est-ce que vous avez eu à intervenir dans un conflit entre les partenaires sociaux et la direction? Donc, c'est une question qui me vient à l'esprit. Donc, souvent, on a l'habitude de constater des conflits
au niveau de nos hôpitaux concernant les partenaires sociaux, les syndicats et aussi la direction. Est-ce que vous avez eu à intervenir dans ce sens? Ou bien est-ce que le médiateur peut intervenir dans ce sens s'il est contacté là-dessus? La question est claire? Oui. Si. On est régi par un décret d'août 2019. Et dans ce décret, il est bien noté que nous n'intervenons pas dans le cadre de conflits avec les représentants du personnel. Donc ce champ-là n'entre pas dans notre périmètre d'activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vas-y. intervenir auprès de la personne en tant que personne, mais pas en tant que représentant d'une organisation syndicale. C'est toute la nuance que je peux apporter. Merci Brigitte pour cette question. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait témoigner de quelque chose par rapport à la question que le monsieur vient de poser. Oui. Je te dis monsieur parce que je ne connais pas ton prénom. Tu peux me donner ton prénom? Ali. Donc Ali vient de poser. C'est la relation entre la direction et les partenaires sociaux et puis la manière dont ça peut être piloté. Je peux te donner la parole juste pour que tu présentes le dispositif qui a été mis en place avec une initiative, mais aussi avec une implication de personnes syndicales. Alors, José, tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, José, moi je travaille à Naval Group à Cherbourg. Naval Group, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui construit des sous-marins et des bateaux de défense. Donc nous, on a mis en place la médiation en 2022. Et moi, j'ai la double casquette, en fait. Je suis à la fois médiateur et aussi délégué syndical. Et chose qui est assez rigolote, c'est quand on a mis en place ce dispositif, en fait, on avait 3 grandes oppositions. La première, c'était les gens de la RH, parce qu'ils pensaient qu'on allait leur piquer leur boulot. La deuxième, ça a été les managers, qui voyaient ça comme une concurrence à leur pseudo-incapacité à gérer les conflits. Et la troisième, c'était effectivement les organisations syndicales, parce qu'ils pensaient aussi qu'on allait leur piquer leur boulot. Donc il y a eu un grand travail de pédagogie sur les différences entre ce que faisaient la RH, les managers, les syndicats et ce qu'était la médiation. Et depuis, donc on a essuyé les plâtres au départ. Et maintenant, on axe beaucoup notre travail sur tout ce qui est action de prévention. Et au-delà des médiations, on intervient de plus en plus dans des formations à la qualité relationnelle auprès des équipes complètes. Et là, on est en train de finaliser avec mes camarades une dernière étape qui est en fait d'inscrire officiellement au catalogue interne de formation les sensibilisations à la qualité relationnelle. Merci. Alors juste dans le programme des 4 ans de formation à qualité relationnelle, bien sûr que les représentants du personnel sont intégrés dans cette formation. Ils vont être formés à la qualité relationnelle. Ça va être un challenge, mais moi je l'ai inscrit dans ce sens. Oui, moi j'aimerais juste revenir sur le propos précédent, remonter en généralité sur la place de l'ingénierie relationnelle dans le monde sanitaire et médico-social. Juste pour donner une illustration bibliographique, pour partager une référence bibliographique, il y a quelques années de ça, une sociologue qui s'appelle Anne Paillet a fait un travail en réanimation néonatale. Un livre qui s'appelait « Sauver la vie, donner la mort ». Un livre fort, puisqu'elle a été auprès d'équipes qui euthanasiaient des enfants, en dehors de tout cadre légal, hein, bien sûr. Et elle documente ce travail, et elle documente les équipes où ça se passe bien, les équipes où ça se passe mal. Et alors, bien sûr, ça ne porte pas ce nom-là. Bien sûr, elle n'a pas ce cadre d'analyse, elle n'a pas ces références-là. Mais à la relecture de ce livre, pratiquement 10 ans après, on se rend compte que les équipes qui, malgré tout, arrivent à survivre, malgré ce contexte extrêmement difficile, c'est celles où les seniors, notamment, veillent à une qualité relationnelle importante entre toutes les composantes de l'équipe, quel que soit le niveau de l'équipe. Et un peu plus tard, dans un domaine peut-être moins dramatique, Pascale Molinier a fait un travail important sur les EHPAD, et elle arrive exactement à la même conclusion. C'est-à-dire les EHPAD où ça tient le coup,
envers et contre tout, malgré les problèmes de personnel, malgré les problèmes d'effectifs, pardon, les problèmes d'argent et ainsi de suite, c'est les EHPAD, où de la direction à la SL, tout le monde travaille à la qualité relationnelle. Je pense que le champ que tu as dressé, c'est un champ énorme, vraiment, qui nous appelle pour une amélioration. Là, c'est un vrai projet de société. Il s'agit de sauver le monde, quoi. Donc, merci. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'était un appui. Merci beaucoup. Des questions ? Pas de questions. Super, merci. Merci beaucoup. Si, une question. Ça sera l'ultime, hein, je le dis. L'ultime intervention dans le cadre du secteur médico-social. Donc, je suis directeur d'un EHPAD et étudiant en médiation professionnelle. Donc, dans l'EHPAD que je dirige, il y a eu, dans le secteur Alzheimer, un conflit entre plusieurs soignants. Et donc, j'ai fait appel à une médiateur professionnelle, Charline, qui est intervenue et qui a opéré une cartographie relationnelle entre les agents de ce service. Elle a également fait donc des médiations et une formation prenant la forme d'ateliers de qualité relationnelle. Voilà. Et grâce à cette intervention, eh bien, nous avons eu effectivement des résultats très positifs. Voilà. Ah, c'était un appui aussi. Super. Super. Comme quoi, vous voyez, ça se fait. Ça se fait. Il y a des choses, des interventions qui se font dans les grandes organisations, dans les plus petites organisations. C'est possible de pouvoir mettre en place des dispositifs de médiation et de qualité relationnelle. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant de garder cette idée médiation et qualité relationnelle ensemble. Référent qualité relationnelle, c'est vrai que ça marche bien. Et c'est vrai que ça n'effraie pas, ça effraie moins, en tout cas, même pas du tout. Donc, merci beaucoup pour vos interventions.